Salut YouTube, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Alors cette fois-ci, après les mathématiques, c'était l'épreuve de physique-chimie au baccalauréat. Comme pour la dernière fois, je découvre avec vous le sujet. Alors cette fois-ci, c'est le sujet 2. On avait corrigé le sujet 1 en maths, et donc je vais essayer de corriger le sujet 2 en physique-chimie, en découvrant totalement le sujet avec vous. Je viens de le télécharger. Je vous rappelle donc que cet été, j'anime un stage de mathématiques pour préparer l'entrée en prépa, notamment. Ça peut être aussi dans les prépas intégrées des écoles d'ingénieurs ou alors tout simplement aussi pour entrer à la fac. Parce que j'ai vérifié que depuis quelques temps, et notamment depuis la réforme, la dernière réforme, la marche pour passer de la prépa, du lycée à la prépa était vraiment de plus en plus euh, grande et de plus en plus difficile. Et donc, il y a un petit travail pendant les vacances, ça permet d'aborder de façon un peu plus sereine l'entrée en prépa. Et on a le temps de faire et de préparer tout ce qu'on n'a pas eu totalement le temps de faire au lycée et qui est quand même assez nécessaire pour pouvoir bien commencer une année dans le supérieur. Alors, donc, regardons le sujet. Alors, on m'a dit que le sujet 1, et puis je l'ai feuilleté rapidement, on m'avait dit qu'il était relativement difficile. C'est vrai qu'il y avait deux, trois questions qui semblaient un peu compliquées, et notamment parce que certaines définitions n'avaient pas été données. Donc, voyons avec ce sujet. Alors là, on observe déjà que l'exercice 1, donc qui est l'exercice obligatoire, qui est sur 10 points, mais cette fois-ci, c'est pas un exercice de physique, mais que c'est un exercice qui semble donc avoir toute une partie sur la lunette astronomique. Et puis là, donc la formule qu'on a l'habitude de mettre en place, qui vient de la mécanique, et notamment de la mécanique céleste, des mouvements des satellites. Donc un couplage entre lunettes et mécanique. Alors un deuxième exercice qui celui-ci semble être un exercice de chimie pure. Voilà, et puis il y aura aussi acide et base. Alors un exercice B qui lui aussi est un exercice de chimie, mais alors oui, alors là on a de l'oxydoréduction. Voilà, donc il faudra voir avec quoi vous vous sentiez le mieux. Bon, il a l'air plus long, on verra, on va voir. Et puis donc un troisième exercice sur les piles, donc aussi de l'oxydoréduction. C'était vraiment placé sous le signe des transformations chimiques. Euh, voilà, et puis alors classiquement, enfin, il y a certainement des calculs un peu plus longs que les questions de départ qui doivent être faits sur les dernières questions. Bon voilà, alors personnellement, comme ça, à première vue, moi j'aurais choisi peut-être l'exercice A, mais j'en sais rien, hein. L'exercice A et puis l'exercice C, peut-être. Je sais pas, il me semble un peu plus court. On verra, on va voir. Mais j'ai l'impression que, alors non, peut-être bien que l'exercice A avec ces deux courbes et sur la fin est un peu moins classique, parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir des courbes comme ça en cours. Euh, alors, il se peut aussi qu'on ait l'impression à première vue qu'il y ait des choses classiques, et puis on tombe sur une question un peu déroutante sur un sujet qui ressemble à quelque chose qu'on connaît bien. Donc en fait, on ne peut pas trop savoir. Bon voilà, on va voir. Normalement, donc on a 3h30 pour faire tout ça. Je vais essayer de faire ça en un temps un peu plus court. Alors évidemment, il n'y a pas tout le temps de rédaction, mais en tout cas, euh, je vais essayer d'être quand même le plus exhaustif possible. Alors, on va commencer par l'exercice 1, l'exercice sur les lunettes.
Donc on a tout un ensemble de données qui vont certainement nous être utiles. Il est rare qu'on ne donne pas une donnée dans les sujets de physique qui soit pas utile. Euh, donc on rappelle aussi le lien entre angle et, et diamètre et diamètre. Bon, très bien, donc ça c'est une relation de trigonométrie, on n'aura pas à la mettre en place et on va pouvoir l'utiliser. Il y a des rayons, il y a des masses, on va voir à quoi tout cela nous sert. Alors, on peut observer la planète Mars avec une lunette astronomique afocale composée de deux lentilles minces convergentes L1 et L2 de distance focale f'1 est égale à 900 mm et f'2 est égale à 20 mm. Donc celle qui a la plus petite distance focale, c'est l'oculaire. Celle qui a la plus grande distance focale, c'est l'objectif. Ah bah justement, dans la question 1, on nous pose la question de qui joue le rôle d'objectif et qui joue le rôle d'oculaire. Il y a un annexe. Je vais peut-être en faire une copie rapide. Il va certainement y avoir une construction à faire. On verra. Voilà. Donc la plus petite distance focale ici, c'est l'oculaire. Bon, ce qui pouvait aussi vous aider, c'est qu'on voit que les rayons arrivent de là et donc ils arrivent nécessairement d'abord sur l'objectif. L'oculaire, c'est là où on met son œil. Donc c'est de l'autre côté de la lentille. Voilà, donc là on a l'objectif et l'oculaire. J'imagine qu'on va devoir tracer les rayons. Le chemin qu'emprunte la lumière. Donc ça c'était pour la question 1. Euh, Citer la propriété caractéristique d'une lunette astronomique dite afocale. Donc une lunette afocale, euh, c'est une lunette pour laquelle le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Et on a donc la propriété que des objets à l'infini forment une image à l'infini, ce qui fait que on n'a pas besoin d'accommodation quand on regarde dans l'oculaire de la lunette astronomique. Donner la position du foyer objet F2, donc F2 il est ici, et il est confondu avec le foyer image F'1 qui est au même endroit, F'1. Voilà. Placer ces deux points, donc les deux points devaient être au même endroit. Tracer sur le schéma en annexe à rendre avec la copie la marche des rayons lumineux issus des points P1 et P2 à travers la lentille L1 en faisant apparaître les images intermédiaires P'1 et P'2 des points P1 et P2, puis à travers la lentille L2. Donc ce qu'on sait, c'est que quand un rayon passe par l'axe optique, passe par le centre pardon, de la lentille, eh bien il n'est pas dévié. Donc ce rayon-là n'est pas dévié. Et un rayon à l'infini vient former une image dans le plan focal. Donc P'1 était ici. Alors évidemment, le rayon entre les deux lentilles, la lumière, il n'y a pas de raison qu'il soit dévié, donc il continue à aller tout droit. On va voir ce qu'il donne en sortie. L'autre rayon, donc ce rayon-là, faisait l'inverse. Hop là. Voilà.
Euh, alors tout rayon parallèle, tous les rayons parallèles convergent au même point qui s'appelle le foyer secondaire dans le plan focal de la lentille. Donc ce ce rayon-là converge vers P'1, donc arrive en ce point-là. Voilà. Et ce rayon-là, faire en vert, arrive en P'2. Et finalement, il continue tout droit, s'il n'a pas de raison de s'arrêter. La lumière ne s'arrête que quand il y a un obstacle. Donc voilà P'1 P'1 qui était ici et P'2 qui était ici. Donc ça, c'est ce qui se passe à la sortie donc de l'objectif. Bien, alors ensuite, eh bien, la question c'est ressortent les comment ressortent les rayons. Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'on va tracer un rayon hypothétique. Alors, hop là, il est où? Où sont les pointillés? Voilà, je vais le faire en bleu. On va tracer un rayon hypothétique parallèle au rayon bleu qui passe par le centre. Donc lui, il n'est pas dévié, ce rayon hypothétique. Il faut le faire un peu parallèle, là c'est un logiciel de dessin. Et il vient donc converger en un foyer secondaire, ici. Ce qui fait que le rayon bleu, qui lui est parallèle, eh bien, vient converger au même endroit. Alors je ne vais pas le mettre en pointillé, lui, parce que c'est le vrai rayon. Voilà. Et donc on sort comme ça. Voilà. Donc pour le rayon vert, eh bien, obligatoirement, comme c'est un système afocal, le rayon, les rayons sortent parallèles. Voilà, les rayons qui arrivaient parallèles dans une certaine direction, eh bien, ressortent parallèles. Donc on n'a pas besoin de chercher un deuxième foyer secondaire pour le rayon vert. Et pour le rayon rouge, donc on va faire un pareil, un tracé hypothétique d'un rayon hypothétique parallèle au rayon rouge, qui viendrait donc converger en un foyer. Je vais essayer de le faire parallèle. Donc qui viendrait converger comme ça dans le plan image, focale image de l'oculaire. Et donc le rayon rouge, qui est parallèle au rayon en pointillé hypothétique, vient lui aussi converger au même point. Et donc on aura quelque chose qui va ressortir comme ça. Et nécessairement, le rayon en mauve va ressortir lui aussi parallèle. Voilà. Voilà, on a la sortie. Donc là, on a le montage de la lunette pour donc le chemin pour 4 rayons. Alors l'angle θ', eh bien l'angle θ', lequel est-il? Euh, c'est l'angle qui est formé en sortie par le rouge et le, et le bleu. Donc l'angle θ' qu'on voit là. Alors là, on a le bleu, hop. Le rouge, bon, aurait dû converger aussi en un point.
Voilà. Donc ça aurait θ'. Bon, à main levée, c'est pas parfaitement précis, hein. Ok. Calculer la valeur du grossissement G de la lunette utilisée. Bon, ben là, on nous donne directement le grossissement. On nous a donné f'1, f'2. Tous les deux sont en millimètres, donc on n'a pas besoin de faire de conversion. Donc ça, c'était une question donnée, hein, c'est une application numérique directe. Donc G lunette, plutôt sympa comme question. C'était f'1 sur f'2, donc ça fait 900 sur 20, c'est-à-dire 90 sur 2, c'est-à-dire 45. Pas besoin de la calculatrice pour faire ça. Euh, En janvier 2021, l'angle sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre à l'œil nu était de 49 fois 10 puissance 5 radians. Cet observateur voit alors un point lumineux. Justifiez cette observation. Oui, donc il voit un point lumineux, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de séparer deux points différents, distincts, sur la planète Mars. En fait, tout est ramené à un point. C'est-à-dire qu'en fait, l'angle sous lequel il voit la planète est inférieur au pouvoir séparateur de l'œil, qui est ici. Et on le voit bien, en fait, c'est que l'angle minimal sous lequel on peut séparer deux points, c'est 2,9 10 puissance moins 4, qui est donc bien plus grand que l'angle θ. Donc voilà, donc c'est simplement qu'on avait dans la question 5, là c'était la question 4, pardon, là c'était la question 4, donc là on fait la question 5, question 4, question 5, donc on a θ qui est plus petit que E, d'accord, donc on ne peut pas séparer epsilon, pardon, donc on ne peut pas séparer deux points deux points sur Mars, deux points distincts sur Mars, donc l'observateur ne voit qu'un point. C'est toujours ces petites questions qui sont déroutantes, hein. Il faut aller lire les données. Le pouvoir séparateur de l'œil, on n'en a pas tant parlé que ça dans le cours de physique. Et donc, on ne sait jamais. Il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas trop quoi répondre, ne voient qu'un point. Et c'est ce qui est un peu difficile avec les sujets actuels de physique-chimie, c'est qu'on se retrouve très souvent avec des questions un peu déroutantes, où la réponse n'est pas très compliquée, mais il faut savoir quoi dire, et donc il faut savoir bien analyser les documents. Et c'est de plus en plus ce qu'on demande, on demande de moins en moins de calculs vraiment compliqués. Indiquer ce qu'il observe en utilisant la lunette astronomique précédente, justifiée par un calcul. Eh bien, donc on va regarder comme on a le grandissement, et qu'on sait que le grandissement, donc j'ai lunette, alors évidemment c'est f'1 sur f'2, mais c'est aussi θ' par définition sur θ. Donc on a, comme G lunettes, on a vu que c'était 45, en fait on voit que θ' c'est 45 fois l'angle θ, donc c'est-à-dire 45 fois 4,9 10 puissance moins 5. On va prendre une calculatrice, on va prendre une calculatrice, hop là, cette fois-ci pour faire l'application numérique. 45 fois 4,9 10 puissance moins 5. Et on se retrouve donc avec 2,2 10 puissance moins 3 radians. Donc cette fois-ci, θ' lui est largement au-dessus de epsilon, c'est-à-dire que, eh bien, grâce à la lunette, on peut voir la planète Mars et on peut voir des points distincts sur la planète Mars. Donc on a une image de la planète Mars et c'est plus simplement un point. Bon, je rédige pas, mais c'est ce qu'on aurait pu dire. Bien,
Voilà pour la première partie. Alors, ensuite, on essaie de déterminer le diamètre de Mars. C'est peut-être là où il y a quelque chose qui va ressembler à, voilà, qui est peut-être un peu plus difficile, un peu plus déroutant, notamment là, je vois qu'on doit mettre en place une formule, donc on va voir comment on fait, et c'est peut-être plus compliqué. Bien, donc on représente les valeurs de l'angle sous lequel on voit la planète Mars en fonction d'un certain nombre de jours. Et on a deux points là, un point maximal et un point minimal, un point A et un point B. Très bien. Et le schéma présenté en figure 2, donc cette figure-là montre les deux positions extrêmes de Mars par rapport à la Terre, ainsi que les angles θ1 et θ2 sous lesquels la planète Mars est vue par un observateur terrestre pour ces deux positions. Associez, en expliquant votre démarche, les angles θ1 et θe sous lesquels les planètes Mars est vue par un observateur terrestre au point A et B de la figure 1, en déduire les valeurs de θ1 et θ2. Là, on voit en fait que θ1, c'est quand la Terre est le plus proche de Mars, et bien c'est à ce moment-là en fait on a l'angle le plus important, on voit Mars sous un angle maximal. Et puis θ2, c'est quand Mars est le plus éloigné de la Terre, euh, et donc là, on voit Mars avec un angle minimal. Donc, donc tout simplement, euh, le point A, alors j'aurais pu rédiger tout ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire que je vous ai dit, le θ1 c'est l'angle sous lequel on voit, l'angle maximal sous lequel on voit Mars quand la Terre est le plus proche de Mars. Donc θ1 est associé au point A et θ2 est associé au point B. Il faut faire une petite rédaction pour expliquer ça. Je vous l'ai dit à l'oral. Je passe vite parce que je vois que là, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus compliqué. En utilisant la figure 2, montrez que l'expression du diamètre dm de la planète Mars s'exprime de la façon suivante. D'accord? Oui, d'accord. Dm, c'est le diamètre. RSM, donc c'est la distance entre le Soleil et Mars. Et dm, c'est... alors dm, c'est le diamètre, ok. θ1, θ2. Alors, on se rappelle que on nous a donné dans le sujet les angles. On a dit que θ, c'est la distance sous laquelle, entre l'observateur et la planète, divisée par le diamètre. Donc, on peut écrire cette relation deux fois, en réalité, puisqu'il y a deux figures euh, où on a un observateur et un diamètre. Voilà, donc on va écrire que θ1 c'est D1 qui est ici, donc la distance entre l'observateur et la planète, divisé par dm, et que θ2, c'est D2 divisé par dm. Alors la question, c'est comment on obtient cette chose-là. Ben, je vois qu'il y a RSM, 2 RSM. C'est quoi 2 RSM là? 2 RSM, c'est deux fois la longueur RSM, c'est la distance D1 plus la distance D2. Donc je vais essayer de faire apparaître 2 RSM en additionnant D1 et D2. Mais comment je fais? Donc D1, je dis que c'est dm fois θ, 1, et D2, c'est dm fois θ2. Et donc si je fais D1 plus D2, D1 plus D2, bien dans ces cas-là, c'est 2 RSM, mais c'est aussi dm fois θ1 plus dm fois θ2. J'ai un petit problème, c'est que j'obtiens pas la formule voulue. Pardon, c'est parce que c'était l'inverse. C'est dm sur d1 et dm sur d2. dm sur d1, j'ai inversé les deux sur d2. Les problèmes du direct. Donc d1 c'est dm sur θ1 et d2 c'est dm sur θ2 sur θ2. Donc d1 sur d2, ça nous fait dm sur θ1 plus dm sur θ2, c'est-à-dire dm facteur de 1 sur θ1 plus
1 sur θ2. Et ensuite, on a, puisque 2 RSM est égal à dm fois 1 sur θ1 plus 1 sur θ2, on passe le 1 sur θ1 plus 1 sur θ2 par la division, et on obtient bien que dm est égal à 2 RSM sur 1 sur θ1 plus 1 sur θ2. Voilà, je pense que ça a dû poser problème à pas mal d'entre vous. Calculer la valeur du diamètre dm de la planète Mars. Commenter, bon, on nous demande simplement une application numérique, hein. Donc, dm, c'est égal à 2. Alors, RSM, il nous a été donné quelque part. RSM, c'est 2. Donc, 2 fois 2,28 10 puissance 8. Alors, je le vais garder peut-être en kilomètres, puisque dm va être donné aussi en kilomètres et que θ est en radians. Il n'y a pas de raison, ça ne va rien changer. Si je les mets en système international en mètres, j'obtiendrai en fait des mètres, j'obtiendrai un facteur 10 puissance 3, bon, qui, est pas, qui ferait que dm serait donné en mètres, mais comme tout est donné en kilomètres, on va rester comme ça. 1 sur θ1, alors θ1, on le lit ici, c'est 1,2, 1,20 10 puissance moins 4, c'est important de bien dire 1,20, et garder les chiffres significatifs, plus 1 sur, et le minimum étant, alors 2, 1, 2, 3, 4, 5, donc il est là, c'est-à-dire en, on va dire, oui, alors là, les graduations c'est 1, 2, donc le 1 est là, et là le 1 est là. Donc on va dire 1,8, 1,80, 10 puissance moins 5. Voilà. Que nous dit la calculatrice? 2 fois 2,28 10 puissance 8 divisé par 1 sur 1,2 10 puissance moins 4 plus 1 sur 1,8 10 puissance moins 5. On obtient 7. Alors, faites bien attention aux chiffres significatifs. Tout a été donné avec 3 chiffres significatifs. Donc, on va donner le tout avec 3 chiffres significatifs. Ça fait 7,14 10 puissance 3 km. Voici donc le diamètre de Mars. Commenter, c'est toujours pénible de se dire qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça. Eh bien, on peut le comparer au diamètre de référence de la planète, 6,78 10 puissance 3. On est dans le même ordre de grandeur que le diamètre moyen de référence de la planète. Donc c'est souvent, quand on dit commenter, c'est souvent en réalité qu'il faut aller chercher une information dans le document et la comparer. Alors on aurait pu faire un pourcentage d'erreur, hein, en faisant 7,14 moins 6,78 divisé par 6,78 fois 100 pour voir la différence en pourcentage. Ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, mais ça peut faire bien sur une copie. On fait x100 et ça nous donne un pourcentage d'erreur de 5%. C'est quelque chose d'acceptable, hein. Quand on est dans les ordres de 5%, c'est qu'on est vraiment dans le même niveau, le même ordre de grandeur. Bien. Bien, il reste une partie qui semble une partie de mécanique avec seulement 2 questions. La planète Mars, qu'on peut l'assimiler à une sphère de diamètre dm, possède une masse mm environ 10 fois moins grande que celle de la Terre. Bon, c'est la masse de la Terre. La masse MM de la Terre. Ben non, je vois qu'à la fin, il va falloir calculer justement. Et puis on va certainement
voir si c'est 10 fois moins grand que la masse de la Terre, d'en commenter. Ce satellite a une période de révolution de 7h39 minutes autour de Mars. Ok. Possède une trajectoire quasi circulaire autour de Mars et n'est soumis qu'à la seule force de gravitation de Mars. En utilisant une loi de Newton, donc c'est la seconde loi de Newton, établir que l'expression de la vitesse. Bon, alors ça c'est un classique, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous savent très bien le faire. Donc, on- la force qui s'exerce, euh, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Phobos, de Mars sur Phobos. Cette force, c'est donc une force qui s'écrit G masse M masse Phobos sur R, la- le rayon de la trajectoire MP au carré, selon un vecteur U, qui est le vecteur en fait N du repère de Freinet. Et on sait que l'accélération dans le repère de Freinet, c'est V carré sur R MP carré selon N plus D de V sur dt selon T, mais qui lui, comme on est dans un mouvement circulaire uniforme, ça vaut 0. Et donc, comme on a la seconde loi de Newton, il faut quand même la citer, hein, qui nous dit que eh bien, m fois l'accélération est égal à la somme des forces, et ici il n'y a qu'une seule force. Alors m, c'est quel m? C'est la masse de Phobos. Eh bien, on se retrouve avec par identification, avec m p v carré sur r m p. Il n'y a pas de carré, pardon, là. Il y a un carré sur le v, mais là, il n'y a pas de carré. Euh, v carré est égal à g m mp sur r mp au carré. Hop là, on peut simplifier les mp. La vitesse ne dépend pas de la masse du satellite, mais uniquement des caractéristiques du corps autour duquel on gravite, donc la masse de Newton, la masse de Mars. Je passe le RMP de l'autre côté, ce qui va simplifier avec le carré là. Donc je vais me retrouver avec G M M fois R M P sur R M P au carré. Lui se simplifie avec lui. Je passe le carré qui devient une racine carrée. Donc j'obtiens bien V est égal à G M M sur R M P. Si vous avez bien révisé, ça c'est quelque chose de plutôt classique. Donc c'était une question quasiment de cours. Déterminer la valeur de la masse m de Mars, eh bien en fait on a G, on a RMP qui nous a été donné là. Il nous reste à trouver V. Alors V, il ne faut pas se faire avoir. V, c'est quoi? Ben, comme on a un mouvement circulaire uniforme, la vitesse, c'est c'est le périmètre de la trajectoire. Donc 2 fois pi fois RMP sur la période de révolution qu'on va exprimer, il faudra bien faire attention, en secondes. Donc on se retrouve avec 2pi RMP sur T est égal à ça. Donc on peut mettre le tout au carré, ce qui sera plus simple pour ressortir la masse. Donc si je mets la vitesse au carré, je me retrouve avec 4 pi carré RMP au carré sur T au carré, qui est égal à Gm, la masse, sur RMP. Et donc de là, je peux en déduire que la masse, c'est 4 pi carré RMP au cube sur Gt carré. Ça, c'est pour la formule. Il ne faut pas se tromper dans l'application numérique. Donc, on va bien écrire l'application numérique qu'on va faire. 4 pi carré fois... Alors, le rayon, lui, il doit être donné, cette fois-ci, en unité, euh, en système international. 10 puissance... Alors, c'est 10 puissance 3 km, mais en fait, c'est 10 puissance 6 mètres.
Donc on va mettre un 10 puissance 6 pour le mettre en mètres. Et on va mettre le tout au cube sur G, donc la constante G qui nous donne, bon, à force vous la connaissez, hein, 6,67 10 puissance moins 11, qu'on va multiplier par la période de révolution. Et là, la période de révolution, attention, c'est 7,39 minutes. Donc il va falloir le mettre en secondes. 7h39 minutes, 7h39 minutes. Donc les heures 7 fois 3600, ça nous donne 7 heures en secondes, plus, on a dit 39, c'est bien ça, 39 minutes, qu'on va multiplier par 60 pour le mettre en secondes. Et donc en tout, on a 27 540 secondes. Et là, on peut faire l'application numérique pour avoir la masse. C'est parti. 4 pi carré fois 9,38. Il faut que je mette des parenthèses. Surtout, n'oubliez pas les parenthèses. Ça, c'est vraiment la source. Fréquence d'erreur de calcul à la puissance 3 sur 6,67 10 puissance moins 11 fois 27 540. Voilà, donc on aurait une masse de 1,77, 3 chiffres significatifs, 10 puissance 28 kg. Ok. Et on nous disait que la masse de la Terre, c'est de l'ordre de 5,97 10 puissance 24 kg. Donc il y a un problème de puissance quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. Où ai-je fait mon erreur? 4 pi carré, puisque là j'ai pas 10 fois moins. 4 pi carré 9. Donc la vitesse c'est 2 fois pi fois le rayon. Le rayon, est-ce que je l'ai bien mis? Non, mais là j'ai rien fait. Sur T, je mets tout au carré, j'ai bien GMM sur RP. 4 pi carré, T carré. Je divise par G, RP au carré. Là c'est bon, ma formule est bonne. 4 pi carré. Euh, il m'est donné avec 9,38 10 puissance 3 fois 10 puissance 6. J'ai bien mis 10 puissance 6. 9,38 c'est ça. Divisé par 6,67 10 moins 11. 6,67 10 moins 11 par seconde, fois le nombre de secondes. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, ça. 7 heures, 7 fois 3600 plus 39 fois 60. Voilà, c'est ce qu'on doit trouver. Et on nous disait que 10 fois moins grande que celle de la Terre. Donc on devra trouver quelque chose de l'ordre de 10 puissance 23, alors que là j'ai un 10 puissance 28. Donc euh, j'ai un problème d'application numérique. Et évidemment, comme c'est en direct, je ne vois pas où est l'erreur. Alors ce qui n'est pas grave, hein, moi ce que je fais toujours quand je suis en concours, ou alors même en examen, pour pas me casser la tête, et puis très souvent je passe, je reviendrai à cette question d'application numérique parce que il y a un problème qui doit être certainement idiot. Euh, alors c'est pas en tapant dans la calculatrice, vous-même là certainement vous devez le voir. 77 10 puissance 28. Oui, c'est un 10 puissance 28, alors que je devrais avoir un 10 puissance 23. Et voilà, c'est que j'ai oublié le carré ici. On est bon. Voilà, 6. Mais j'aurais presque sauté, hein. Je serais revenu à ça après. Je me serais dit, bon là, ça n'a pas de sens. C'est toujours important de, de critiquer vos résultats. 10 puissance moins 23, donc là, on est bien un facteur 10. Là, on est bien à mm, et bien environ égal à mt divisé par 10. On est bien dans l'ordre
de ce qui était annoncé euh, les- par l'énoncé. Donc c'est ça qu'on peut commenter. Bien, et ben alors ben on a déjà fini là. Je pense qu'on a 10 sur 10. On a déjà fini la première partie. Alors il s'agit ensuite de choisir deux exercices. On va essayer de faire tous les exercices là dans le corrigé, mais il aurait fallu en choisir deux. Donc on va regarder ça. Alors ces exercices-là vont aller beaucoup plus vite, hein, normalement. Ils sont sur 5 points. Euh, donc on a la vanilline figure 1 et l'éthylvanilline sont responsables des arômes vanille utilisés dans les produits alimentaires. Alors la vanilline, elle peut être extraite des gousses, mais elle est très majoritairement synthétisée pour diminuer son coût. Oui, oui, c'est le goût chimique de vanille qu'on retrouve dans les danettes. L'éthylvanilline est quant à elle exclusivement issue de la synthèse. Voilà, c'est celle-là, c'est l'éthylvanilline qu'on a souvent dans les danettes. Et puis la vraie gousse de vanille qui est beaucoup plus chère, on la retrouve moins. Euh, alors on nous donne les deux formules semi-développées. On voit qu'il y a une différence là entre les deux, surtout sur la fin, le bout de chaîne. Euh, on souhaite étudier trois produits du commerce vanillé, un produit commercial liquide obtenu par macération de gousse de vanille, ce qu'on appelle le sucre vanillé et le sucre vanilliné. Produit 3. Indiquer si les molécules de vanilline et d'éthylvanilline sont des isomères de constitution. Alors, isomères de constitution, ça veut dire qu'ils ont la même formule brute, hein. Ben là, clairement, on voit qu'il y a un carbone de plus, puisqu'il y a toute une partie de la chaîne qui est. Et puis bon, il y a quelques hydrogènes en plus, deux hydrogènes en plus, un carbone en plus. Donc on peut dire que ce ne sont pas des isomères parce qu'ils n'ont pas formule brute, ils sont pas même formule brute. Donc non isomères car, bon, je rédige pas, car pas la même formule brute. Ça fait appel à des notions que vous avez vues en seconde et puis un peu en première. Donc ce genre de questions, on voit isomère de constitution, on se rappelle plus ce que c'est très souvent. Donc il faut qu'il y ait la même formule brute et là ce n'est pas le cas. Représenter la formule topologique de la molécule de vanilline. Donc la formule topologique, on enlève les C et c'est juste à la croisée en fait des liaisons et on ne fait pas apparaître les H excepté quand il est lié en fait à un groupe caractéristique. Donc là on aurait eu pour la question de la formule topologique, on aurait mis voilà une double liaison comme ça, hop, hop, là on a notre cycle, une double liaison ici, hop, un autre carbone. Ah, il faudrait tout lier, hein. Voilà, ça. Là, on a un groupe caractéristique OH et on a ici un O et un C. Voilà, on a la formule topologique. Alors, on s'attend évidemment à ce qu'il nous demande ensuite les groupes caractéristiques. Entourer les groupes caractéristiques, voilà, c'est ce qui arrive tout le temps. Donc là, on a un groupe hydroxy euh, présent avec la famille qui est liée à la famille alcool. Et attention, donc quand on a OH comme ça, ici, là, c'est un groupe carbonyle et pas carboxyle, carbonyle. Et la famille, c'est ici un aldéhyde et non un cétone, car le groupe carbonyle est en bout de chaîne. Pardon, aldéhyde, il faut écrire mieux, c'est aldéhyde, bon. Donc qui est en bout de chaîne.
Bien. Donc ça, c'est les questions de cours, hein, qu'on retrouve souvent dans les sujets de chimie. Donc là, rien d'étonnant. On extrait la vanille potentiellement présente du produit 2, donc du sucre vanillé, puis du produit 3 selon le protocole ci-dessous. On introduit 30 ml d'eau distillée et 1 g de produit vanillé. On introduit la solution aqueuse dans une ampoule à décanter en y jetant 10 ml d'acétate d'éthyle ainsi qu'une spatule de chlorure de sodium, du sel. On agite l'ensemble et dégazer régulièrement, laisser décanter le mélange puis récupérer la phase organique. Très bien. Schématiser l'ampoule à décanter après agitation dans le cas du produit 2. Alors, la question qu'on doit se poser dans le cas du produit 2, c'est tout simplement où se trouve la phase, où se trouve la phase organique, si c'est en haut ou... Donc la solution, là on a des informations. L'acétate d'éthyle est de densité moins importante que l'eau. Donc l'acétate d'éthyle lui va se retrouver au-dessus. Euh, la solution aqueuse de chlorure de sodium va être au fond. Parce que c'est... Là, ah oui. Alors quand on est dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, la vanilline est très peu soluble. Donc la vanille ne va pas se retrouver avec la solution aqueuse de chlorure de sodium, elle ne va pas se retrouver dans l'eau, elle est très soluble avec l'acétate d'éthyle, donc elle va se retrouver dans l'acétate d'éthyle, et qui est lui au-dessus. Donc si j'ai mon ampoule à décanter, si je dessine mon ampoule à décanter, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je vais avoir la phase, je vais avoir la, la phase organique ici, la phase organique qui va être donc composée de ma vanilline vanilline plus l'acétate d'éthyle, puisqu'elle est très soluble avec lui, et comme lui a une densité plus faible que l'eau, eh bien on est en haut, et puis là j'aurai ma solution aqueuse. Et donc on a mis du sel en réalité pour éviter que la vanille soit soluble avec l'eau et pour en plus alourdir, ça nous permet en plus d'alourdir, enfin densifier plutôt l'eau pour qu'elle se retrouve bien en dessous de la phase aqueuse. Donc là j'ai justifié à l'oral, il faudra faire une phrase parce qu'il nous demande bien justifier. Pour vérifier la présence ou non de vanilline dans les trois produits du commerce, on réalise une chromatographie sur couche mince, donc ça nous rappelle la seconde. Après révélation sous lampe UV, on obtient le chromatogramme donné sur la figure 3. Alors, donc là c'est la vanille commerciale de référence. Le produit P1, le produit P2. Donc on voit que le produit P1 et P2 ont bien de la vanilline parce que il y a bien la tâche au même niveau. Le produit P3 en revanche n'en a pas, hein. Donc ben, il faut se placer pour justifier. Il faut dire simplement qu'on regarde la- le dépôt V, qui est le dépôt de référence qui nous donne la hauteur de le déplacement et donc la hauteur de la vanille commerciale, et qu'on le retrouve, donc on retrouve la tâche, on va dire, correspondant correspondant à la vanille commerciale à la vanilline commerciale. Donc dépôt V, la tâche ou le dépôt, hein, on va dire. Tâche, c'est pas terrible.
la vanille commerciale dans les dépôts 1 et 2, et pas 3. Donc c'est les deux produits qui contiennent la vanille. Bon, alors jusqu'ici, là, on était dans des questions proches du cours. Il n'y a pas de calcul. Donc on s'attend évidemment, comme c'est un exercice de chimie, à avoir un petit peu de calcul à faire dans la deuxième partie de cet exercice. Là, la première partie était vraiment relativement courte. Il était facile d'avoir certainement la moitié des points. Alors, on s'intéresse dans cette partie au produit commercial obtenu par macération de gousse de vanille, donc c'était le produit 1. La législation impose pour obtenir l'appellation extrait de vanille une masse minimale de 2 grammes de vanille par kilogramme d'extrait. Donc un titre en masse de 2 grammes sur 1000 grammes, donc de 2 pour 1000. Oui, oui, dans le premier sujet, donc dans le sujet 1 de physique-chimie, il y avait cette question de titre massique qui n'était pas, défini. Alors vous avez dû normalement le faire en cours, mais tout le monde ne l'a pas fait. On le retrouvait dans beaucoup d'exercices, et très souvent en fait dans les exercices de bac, c'était explicité. Là, c'était pas explicité, et je pense que ça a dérouté pas mal d'élèves. Mais donc le titre, c'est le rapport par exemple du poids, de la masse, pardon, de vanilline sur la masse totale du produit. Pour vérifier si le produit répond à cette condition, on propose de déterminer la masse de vanille contenue dans un échantillon de produit commercial. Donc on introduit 0,31 g de produit 1. Donc là on a 0,31 g, donc il va falloir, nous, on va essayer de voir si on a bien 2 sur 1000, 2 pour 1000 euh, de vanilline. Ça c'est le rapport. D'accord? C'est-à-dire que si on a 0,31 g, on va essayer de voir si 0,31 fois 2 pour 1000, on va multiplier 0,31 par 2 pour 1000, on fait une règle de 3, euh, c'est-à-dire 0,31 fois 2 sur 1000. On va regarder donc si on a bien 6, euh, alors c'est donné en grammes, hein, 6,2 10 puissance moins 4 grammes. Donc pour que ce soit un produit qui soit appelé extrait de vanille, il va falloir qu'on trouve 6,2 10 puissance moins 4 grammes de vanilline dans nos 0,31 grammes de produit. Puisque là, on n'a pas 1 kg, c'est 2 grammes dans 1 kg. Donc c'est 6,2 10 puissance moins 4 grammes dans 0,31 grammes. On introduit le produit. Dans une fiole jaugée de 10 ml, on complète jusqu'au trait de jauge avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Ok. On note S la solution obtenue, on réalise le titrage d'une prise d'essai de 50 ml. Donc on prend 50 ml de la solution, on prend la moitié par une solution aqueuse. Donc là on a pris la moitié, donc on va titrer la moitié en fait du produit. Donc là on va encore devoir trouver en grammes dans la moitié, on va devoir trouver la moitié encore de ces 6,2 10 puissance 4 grammes. Donc dans les 50 ml, il va falloir trouver, on doit trouver au moins la moitié, c'est-à-dire 3,1 10 puissance 4 grammes de vanilline. On va voir. On réalise le titrage d'une prise d'essai par une solution aqueuse d'hydroxyde. Donc là, on fait un titrage acido-basique. Alors, on a une courbe, et donc là, on voit qu'on a deux sauts de pH. Au début du titrage, donc d'ion vanillate, on a la forme basique, oui, parce qu'en réalité, alors on doit avoir donné les pK à des couples. Voilà. Là, on pourrait faire un diagramme de prédominance, hein, qui nous dit que euh, si là on prend le pH,
donc là on met le pK à 7,4, et bien avant un pH avant 7,4, il y aura AH qui prédomine, et après 7,4, ce sera la forme A- qui va prédominer, et donc là, comme on commence à 10, à un pH 10, pH 10, donc eh bien c'est A- qui prédomine. D'où la présence, d'où la forme d'ion vanillate présent au début du titrage. Le premier saut correspond au titrage des ions hydroxyde, oui, parce qu'on avait d'abord les ions hydroxyde dans la solution euh, qui, qui ont réagi avec l'acide chlorhydrique. Et puis ensuite, on a un deuxième saut qui correspond au titrage de l'ion vanillate, ici. Très bien, on admet que le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour titrer l'ion vanillate, c'est-à-dire qu'avant, en fait, l'ion vanillate en fait n'a pas été titré, on suppose qu'en réalité, il a été titré entre, donc le volume à l'équivalence, ce sera pas 12,5, ce sera 12,5 moins le moins 2,5. C'est comme si on commençait le titrage en réalité là, et qu'on avait un volume à l'équivalence qui était là. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. On admet que le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour titrer l'ion vanillate est égal à la différence des deux volumes entre les deux équivalences observées. Écrire l'équation de réaction support du titrage entre l'ion vanillate. Bon, alors ça c'est une équation acido-basique pas si compliquée que ça. Donc on va avoir A- plus H3O+, qui va donner euh, AH plus H2O. Voilà, ça c'est l'équation support du titrage. Et donc, eh bien, on voit que, alors maintenant on va vérifier si l'appellation extrait de vanille peut être attribuée à l'extrait étudié. On sait que la concentration de l'espèce titrée, donc concentration de A- initiale fois le volume initial, c'est égal, ça c'est quand on fait un titrage, hein, au volume de l'espèce titrante, donc la concentration de l'espèce titrante, donc la concentration H3O+, fois le volume à l'équivalence. La concentration en A-, concentration en A- fois A-, ça on peut aussi dire que c'est la quantité de matière, tout simplement, ça va être encore plus simple. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la quantité de matière, c'est la masse. Donc la quantité de matière, ça va nous donner H3O+ fois VE. Donc la concentration de H3O+, elle est ici, c'est 4,1 puissance moins 3, qu'on va multiplier par le volume à l'équivalence. Et le volume à l'équivalence, donc on a dit que c'était pas 12,5, mais c'était 12,5 moins 2,5, c'est-à-dire 10 millilitres, donc 10, 10 moins 3. Là c'est bien en mol par litre, donc là il faut bien le mettre en litres. Donc ça fait 10 moins 2, donc ça va nous faire 4,1, 10 puissance, moins 3, moins 3, moins 6 plus 1, moins 5 mol. Donc ça, c'est la quantité qu'il y a dans les 50 millilitres. Et on va voir donc si ça correspond à 3,1 10 puissance 4 grammes. C'est ce qu'on attendrait. Euh, Ce qui serait attendu. Donc pour avoir la masse de vanilline, on va faire... donc est-ce que la masse molaire a été donnée? Normalement, elle est toujours donnée. La masse molaire est ici. Donc on va faire la masse molaire fois la quantité de matière de vanilline. 152 fois 4,1 10 puissance moins 5, 152 fois 4,1 10 puissance moins 5, et on est donc à 6,2 10 puissance moins 3 graves.
C'est bien plus que ce qui était attendu des 3,1 10 puissance moins 4 grammes. Donc c'est bon. Est supérieur à 4,1 10 puissance moins 4 grammes. Donc on peut bien dire que notre produit pouvait vérifier l'appellation extrait de vanille. Pas de problème. Bon, alors, on voit que là, il n'y avait pas grand-chose sur cet exercice de très compliqué. C'était finalement un exercice plutôt simple. Il fallait juste pas se tromper sur le volume à l'équivalence, mais il nous mettait des gros warnings, là, en nous rappelant que, en nous disant que, voilà, la différence des deux volumes entre les deux équivalences observées. Bon, donc, il y avait juste, c'était un titrage avec il y avait pas 40 000 calculs. C'était quand même un exercice qui était plutôt très simple quand on connaît bien son cours. Il n'y avait pas grand-chose de difficile sur cet exercice. Je trouve que par rapport à ce qu'on m'a dit du sujet 1 que j'ai rapidement regardé, on était dans un sujet 2 qui était, il me semble, largement plus simple. Bien, alors on va voir si avec l'exercice B c'est toujours la même chose. Bon, alors moi personnellement j'aime bien les piles, donc j'aurais certainement pris les piles. Mais bon, là il y a de l'oxydoréduction. Alors simplement, je vois que j'ai des PK, j'ai deux PK, qu'il y a certainement des choses qu'il va falloir, peut-être un tableau d'avancement ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il va peut-être falloir faire des calculs à la fin. Peut-être que cet exercice était un petit peu moins simple. Alors, on parle des effaceurs. Vous savez, les effaceurs qui sont apparus en Allemagne dans les années 70 qui permettent de faire disparaître les traits de couleur bleue des stylos plumes. Le colorant principal est le bleu d'aniline, solide ionique de forme très lourde. Formule brute très lourde, ne contient que 3 à 5% en masse, donc encore toujours titre en masse de ce colorant, le reste étant de l'eau, de l'alcool et d'autres additifs. Ok, alors on a tout un ensemble de données. On nous rappelle la loi de Berlambert, c'est sympa. Voilà, bon, il nous donne pour l'application de la loi de Berlambert, tout est là. On a le cercle chromatique, classique, parce qu'on voit qu'on a une figure d'absorption, donc toujours on nous demande la couleur du produit ou de justifier la couleur du produit, bon, ça c'est classique. On a des pK de deux couples. Là, on voit qu'on a un acide, on a un diacide, parce que là on a un premier pK et un deuxième pK, donc on a une espèce qui va être sous forme d'abord d'acide et de base, mais la base est elle-même un acide pour une deuxième espèce. C'est-à-dire que l'espèce est capable de perdre deux protons H+. On a des couples, donc il va y avoir une équation d'oxydoréduction à écrire. Bon, ils ont été sympas, ils nous en ont donné déjà une, on va voir. Ah oui, donc oui, parce que celle-là est un petit peu plus difficile à obtenir que I2 et I-, parce qu'il faut équilibrer avec des O. Et puis là, donc, ils l'ont équilibré en milieu basique. On peut l'équilibrer avec des H3O+, avec des protons H+. Bon voilà, donc là ils ont donné une certaine forme de demi-équation qu'on n'aura pas à faire pour ce couple-là, il va certainement falloir le faire pour I2, I-, on va voir. Bon, alors la question 1, on a un maximum d'absorption en... Donc un maximum d'absorbance en 580 nanomètres, ce qui fait qu'on absorbe au maximum à 580, et donc la couleur, c'est la couleur complémentaire, la couleur de la solution, la couleur donc du bleu la couleur du bleu, comme il s'appelle bleu, ça tombe bien, d'aniline, est le complémentaire dans le cercle chromatique l'oranger, de l'oranger qui est à 580. Donc c'est de la synthèse soustractive. Comme on absorbe au maximum toutes ces longueurs d'onde, et bien c'est que c'est celle-là qui va ressortir, c'est le complémentaire là qui est donc en face, qui est le bleu, d'où on obtient le bleu en face dans le cercle. Bon,
Ça voilà, c'était obligatoire. Il y a toujours ces questions. Nommer la verrie nécessaire à préparer la dilution de la solution S2 en précisant les volumes. Donc on va avoir besoin d'une fiole. Alors, ils nous le disent, hein. On a une fiole jaugée. On prépare un volume V2 100 ml d'une solution S2 en diluant 20 fois la solution S1. Alors attendez. Ah oui, donc pour préparer la solution S2, on dilue 20 fois la solution S1. Donc il s'agit de prélever un volume de, euh, oula, je suis un peu fatigué là. 100 divisé par 20, c'est horrible, c'est 5. Donc il va s'agir de prélever 5 millilitres, 5 millilitres de la solution V1, de la solution S1, à l'aide d'une pipette graduée, et qu'on va introduire dans une fiole jaugée de 100 millilitres. Voilà, et puis on remplit avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Distillé jusqu'au trait de jauge. Ce qui nous permet de faire une dilution d'un facteur 20. On divise par 20 pour savoir, on fait 100 divisé par 20 pour savoir combien il faut introduire au départ euh, du produit initial qu'on veut diluer. Déterminons en utilisant la loi de Berlambert et la figure 1, où est la figure 1, elle est là. Donc on a une absorbance de 0,75. Là, c'est S2 qu'on a mis. Donc, la loi de Bernoulli nous dit que l'absorbance est epsilon LC. Donc, si on cherche la concentration, c'est rien d'autre que A divisé par epsilon L. Donc, A, on a 0,75. Epsilon, ça a été donné là, c'est 5 10 puissance 4. Et L, c'est 1 cm qu'il va falloir. Alors là, epsilon est donné en litres par mol par centimètre. Donc, L, il faut bien le laisser en centimètres. Donc, fois 1. Et donc on se retrouve à faire 0,75 divisé par 5 10 puissance 4. Ça nous fait 1,5 10 puissance moins 5 mol par litre. C'est de l'ordre de ce qu'on doit trouver généralement en chimie, hein. C'est des 10-4, 10-3, 10-4, 10-5. Donc on est bon, normalement. Voilà, on a la concentration dans S2. Donc, eh bien, S1, lui, il est 10 fois, on a 20 fois plus concentré, donc il faut multiplier, pour S1, il faut multiplier la concentration. Donc là, on pourrait dire la concentration 2, je vais l'appeler. Donc, dans la concentration 1, bah, c'est 20 fois plus. C'est 2, donc on multiplie par 20, ce qui nous donne 3 10 puissance moins 4 mol par litre. Ça, c'est la concentration C1. Et C1, c'est dans un volume de 100 millilitres. Donc là, on a la quantité de matière de notre bleu. Alors, on n'a pas donné un titre autre que ça. Je vais l'appeler bleu. Je vais N bleu. Parce que la formule brute est quand même lourde à écrire. La concentration quantité de matière. Donc ça nous fait C1 fois le volume V1. Donc ça nous fait 3 10 puissance moins 4 fois 100 millilitres, il faut le mettre en litres.
donc 0,1. Ça nous va nous donner 3 10 puissance, bien, en fait moins 5 mol. Et donc si on veut la masse maintenant, non, c'était la quantité de matière, donc c'est bon, 3 10 moins 5 mol. On a trouvé ce qu'on voulait. Calculer le titre massique. Ah ben encore une fois le titre massique en bleu d'aniline. Donc là, on va devoir calculer la masse maintenant. Maintenant qu'on a la quantité de matière. Alors, si vous trouvez pas la question 4, pouvez quand même utiliser la question 4 pour répondre à la question 5. Il faut pas s'arrêter. Donc la masse, c'est la masse molaire du bleu, je sais pas, elle a dû certainement être donnée, fois la quantité de matière du bleu. Elle est où? Quantité de matière. La masse molaire. Elle est là. Ah, il mettait aussi bleu. 737,7 fois 3 10 puissance moins 5. Donc ça me fait 2,21 10 puissance moins 2 grammes. Ok. Et ça, c'était dans une masse totale de... Parce qu'au départ, on a pris combien? Alors, la cartouche d'encre, est-ce qu'on l'a dit? Ah, on n'a pas dit. Non, mais on a la masse volumique. Et donc, la masse totale, la masse de l'encre, elle, c'était la masse volumique fois le volume. Donc là, ça nous fait la masse volumique fois le volume. Ça nous fait... Pardon. Euh, elle est ici. Donc, ça nous fait... Attention, c'est en millilitres. Donc, 1,1 g par millilitre fois... Donc, c'est comme c'est grammes par millilitre, on peut laisser en millilitres. Fois 0,6. Voilà. Ça nous fait 0,66. Bon, c'était faisable de tête. 0,66 grammes. Donc ça, c'est la masse gramme totale. Et donc le titre de bleu, eh bien, c'est 2,21 10-2 divisé par 0,66. Tout bêtement. Donc ça fait 0,33. 0,33. C'est-à-dire 3,3%. 3,3%. Est-ce qu'on nous demande de commenter? Très souvent, c'est le cas. Conclure. Alors, conclure, nous, qu'est-ce qu'on attend? C'est un titre massique entre 3. Voilà. L'encre ne contient que 3 à 5% de colorant. Bon, bah, donc c'est bien. Thé bleu est bien compris entre 3% et 5%. Donc c'est bon. C'est bon. Notre cartouche est correcte. Elle est dans les normes. Voilà. Alors, on n'a pas fini. Donc oui, cet exercice me paraissait un peu plus long et un peu plus calculatoire. Parce qu'on a quand même une autre partie. Le côté blanc d'un effaceur est constitué d'une mine reliée à un réservoir contenant une solution d'ions sulfate SO3 qui sont responsables de l'effacement de l'encre. On cherche dans cette partie à déterminer la quantité de matière d'ion sulfite présente dans un effaceur à l'aide d'un titrage par une solution de d'iode de concentration CI2. Alors, protocole de titrage. On casse l'effaceur en son milieu. On place dans un bécher avec un peu d'eau. On mélange, on mesure le pH, on place le bécher sous une burette graduée contenant la solution d'iode, puis on réalise le titrage. Alors, bon, alors là, diagramme
de prédominance. Il est où? L'ion sulfite c'était l'ion sulfite, c'est lequel? C'est SO3 de moins, pardon. Il faut montrer qu'il est... D'accord, donc en réalité, là, ce qu'il nous demandait, c'était encore un diagramme de prédominance. Euh, Q6. Donc, on va faire un diagramme de prédominance avec le pH. On a le premier pK qui est à 1,8, le deuxième qui est à 7. Et donc la prédominance, là c'est SO3 de moins. Ici c'est H SO3 moins. Et ici c'est SO2 H2O. Bon. Et donc comme notre pH nous est de 11, bah, l'espèce qui prédomine c'est SO3 de moins. Voilà. Écrire l'équation de réaction d'oxydoréduction support du titrage en milieu basique entre les ions sulfite SO3- et le diode. Donc c'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on a une première équation qui est SO4 2- plus H2O en forme liquide plus 2 électrons. Ça c'est la première équation qui nous donne SO3 2- plus 2HO-. Et on a une deuxième équation qui est I2 plus 2 électrons donne 2I-. Voilà, ça c'était la deuxième demi-réaction qu'il fallait... pardon. Oui, c'est SO3 qui réagit, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Je mets les produits dans le même sens. Moi, généralement, c'est plus pratique pour faire l'équation bilan. De moins plus H2O plus 2 électrons. Ok, on a bien 2 électrons des deux côtés, donc on n'a pas besoin d'équilibrer les électrons. On fait la somme et on fait disparaître les électrons, puisque dans l'équation bilan, il ne doit pas y avoir, global, il ne doit pas y avoir d'électrons. Donc ça fait 2HO- plus I2, nous donne SO4 de moins, plus H2O, plus 2I-. On a autant d'électrons, 2 électrons, 2 électrons de chaque côté, hein. S'il y avait eu un autre nombre, il aurait fallu multiplier chacune des lignes de telle manière qu'on ait le même nombre d'électrons à gauche et à droite. Voilà, ça nous permet d'avoir l'équation globale. Montrer que la quantité de matière d'ion sulfite NSO3 de moins contenue dans un effaceur est voisine de 8-10-5 moles. Bon, alors, de matière d'ion sulfite SO3 de moins, c'est SO3 de moins, est voisine de 8-10-3 moles. On a fait un titrage. Donc au départ, on a titré SO3 2-, et donc on a un volume à l'équivalence VE de 8,2. Bien. Donc on va pouvoir normalement... Et on titre avec une solution de diode. Ok. Voilà, donc c'est la diode. Là, il y a les mêmes coefficients stoichiométriques. Donc on peut dire que la concentration en SO3 2- initial, on veut la quantité de matière. C'est toujours pareil, hein, c'est la formule du titrage qui nous dit que la quantité de matière de SO3 2- initial, c'est, puisque là c'est le même coefficient stoichiométrique, on n'a pas besoin de faire un rapport, mais même un tableau d'avancement, c'est la concentration de I2 fois le volume à l'équivalence, tout bêtement.
Donc là, on se retrouve avec 1,010-2 fois 8. Alors c'est des moles par litre cette fois-ci, et là c'est des millilitres, donc il faut bien les mettre en litres. 8,2 10 puissance moins 3. Et on se retrouve bien avec 8,2 10 puissance moins 5 moles. Donc c'est bien de l'ordre de ce qui était demandé. Bon, donc c'était pas très compliqué comme calcul. En déduire le nombre de cartouches d'encre que l'on peut effacer avec un seul effaceur en supposant que la réaction d'oxydation entre bleu-d'aniline et les ions sulfite met en jeu une mole de bleu d'aniline pour une mole d'ion sulfite. Donc ça c'est la question dernière. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on avait la quantité? Alors une cartouche d'encre. Une cartouche d'encre, c'était quoi? On avait dit en fait une cartouche d'encre. Ah oui, donc on a 3 moles, 3 10-5 moles dans une cartouche d'encre, et on a montré que une mole dans un effaceur, dans un effaceur, on a 8,2 10 puissance moins 5 moles, donc, et une mole de cartouche d'encre réagit avec une mole d'ion sulfite. Donc une mole de ça, c'est-à-dire 8,2 10 puissance, il faut 3 10-5 moles d'ion sulfite pour effacer une cartouche d'encre. C'est ça, c'est d'une mole à une mole. Donc en réalité, le nombre de cartouches d'encre, c'est rien d'autre que 8,2 10-5 qu'on divise. Ça, c'est l'intégralité des ions sulfites qu'on a dans un effaceur, divisé par 3,310-5, qui est le nombre de moles nécessaire pour effacer une cartouche d'encre. Donc c'est 8,2 divisé par 3. Et ça nous fait 2,7 cartouches d'encre. Bon, un effaceur peut effacer 2,7 cartouches d'encre. On dit bien tout l'encre, hein. Il faut imaginer on utilise tout l'encre et on efface tout. Ça paraît logique. On a même l'impression que c'est un petit peu moins, que les effaceurs sont un petit peu, ça ne fonctionnent plus. Après ça, imaginez que vous avez à peu près 2 cartouches et demie, voire 3 cartouches d'encre et que vous écrivez du texte avec ces 3 cartouches. Est-ce qu'un seul effaceur suffirait? Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit 2,7, mais c'est certainement plus proche de 1,5 à 2. Enfin, l'expérience nous dit ça. Voilà, voilà. Donc là, ben, écoutez, une fois qu'on a fait ça, alors les deux exercices étaient quand même assez similaires dans le sens où bon, on avait des calculs de chimie à faire à la fin. C'était pas le même domaine de la chimie, c'était complémentaire. Mais si on aimait bien la chimie, on pouvait faire l'exercice A et l'exercice B, et c'était équivalent à un exercice sur 10, comme il y a eu au sujet 1. Et puis donc le dernier sujet qui est la pile. Alors bon, normalement, là, j'ai fini, hein. Normalement, là, j'ai à peu près 20. Alors peut-être pas 20, il y a peut-être des choses qui vont être imprécises, et puis le correcteur va va me donner une autre note. Je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas trop mal. Euh, Est-ce qu'on se fait le dernier? Ben oui, parce que vous attendiez ça. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, c'était peut-être certainement que vous étiez peut-être intéressé par le dernier exercice. Donc on va essayer de le faire rapidement. Rapidement, je sais pas, il y a encore 8 questions. Justifier que l'équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque cette cellule débite s'écrit. Ok. Alors, bah on a encore, en fait, on a deux couples qui interagissent. J'ai pas lu tout ce qu'ils nous racontaient. Je connais un peu la pile Volta, donc je vois qu'il y a deux couples. Donc, je vais écrire les deux demi-réactions. Zn donne Zn2 plus 2 électrons. J'écris les deux demi-réactions et l'autre réaction c'est donc euh, 2H plus des électrons donne
Donc là, c'est l'équilibrage simple. Il n'y a pas besoin de le faire avec H2, gaz. Il n'y a pas besoin d'utiliser les O, les oxygènes pour équilibrer. Donc c'est la version simple. On a bien deux électrons de chacun des côtés. Donc ça nous donne bien Zn plus 2H plus donne Zn2 plus H2. Et donc c'est bien Zn, l'expérience nous montre que c'est bien Zn qui réagit avec H+, et que c'est pas dans l'autre sens, c'est pas Zn de plus qui réagit avec H2. Alors, quelle électrode joue le rôle de... Donc à l'anode, il y a l'oxydation, à la cathode, il y a la réduction. Donc l'oxydation se trouve Zn donne Zn de plus 2 électrons. Donc là, on perd des électrons, donc il y a une oxydation. Donc le Zn, lui, est oxydé. Le H2 de plus oxyde, donc lui, il est réduit. Et donc la cathode, c'est là où il y a les ions H+, la solution ionique. Pardon. Donc non, pardon, parce qu'on n'a pas considéré encore le cuivre. Mais donc le zinc étant celui qui subit l'oxydation, eh ben, le cuivre, lui, est réduit. Oxydé. Donc ça veut dire que nécessairement le cuivre est réduit. Et la cathode, c'est la réduction. D'où c'est bien le cuivre qui est la cathode. Alors, il nous demande de remplir le schéma. On doit avoir un schéma avec une pile. Voilà. Je vais reprendre ce schéma. Donc on voit bien que la cathode, d'ailleurs, c'est cohérent, hein. On a mis la borne plus ici et le V sur la borne plus, la com sur la borne moins. C'est logique. C'est généralement ce qu'on fait. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est logique. Donc ça confirme que la cathode est bien là. Alors le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins. C'est dans le sens opposé des électrons. Donc je mets le sens du courant et le mouvement des électrons. C'est comme ça. C'est dans le sens opposé. Et donc on a bien une tension qui s'affiche de 0 positive. Donc ça veut dire que notre euh, notre voltmètre eh bien, a été branché correctement, il a bien mis le COM sur le moins et le V sur le plus, donc c'est logique que ce soit positif, donc tout ça, ça prouve que tout ce qu'on a dit là était bien juste. Eh bien c'est ce qu'on nous disait, comme le V est sur le plus et que le COM est sur le moins, bah, le branchement est correct, et le branchement, tout ça nous indique que la tension est positive. Voilà, on a fait un branchement dans le bon sens. C'est jusqu'à la question 4. Bon, alors quand on a un graphique comme ça et qu'on voit que tout est en ligne, on peut dire que U est égal à un certain nombre de fois N, donc il y a une relation de proportionnalité. Mais là, ils nous disent une relation numérique entre la tension U et le nombre N. Donc il faut que K, il faut trouver la valeur de K. Alors pour trouver la valeur de K, il suffit de prendre un point,
c'est la différence des Y. Donc ici, on est à 13,5 sur 16. Donc K, on va se retrouver avec 13,5 sur 16. Je prends la hauteur, 13,5 sur 16. Ça me fait... Voilà, ça me fait un 0,84. Donc je peux dire que U est égal à 0,84 n. Donc ça c'est classique, hein, quand vous avez des valeurs qui sont, euh, qui sont selon une ligne, donc il y a une relation linéaire entre les ordonnées et les abscisses. U est égal à k fois n. Voilà, jusqu'ici rien de très compliqué. Ce sujet m'avait l'air quand même vraiment plutôt simple, hein. En supposant que la relation précédente est valable, quel que soit le nombre de cellules élémentaires mises en série, détermineur de grandeur du nombre de cellules élémentaires nécessaire à l'obtention d'une tension d'une centaine de volts, ben là il n'y a plus qu'à faire l'application. N c'est U sur K, donc c'est 100 sur 0,84. Ça nous fait environ 119 unités pour avoir 100, donc 119 empilements pour avoir une tension de 200 volts. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, on étudie une autre pile classique, hein. La pile Volta, c'est vraiment l'ancêtre de la pile, hein. C'est les premières expériences qui ont permis de générer de l'électricité. Alors là, on a deux électrodes, une électrode de cuivre et une électrode de zinc. On a la transformation chimique, il nous la donne. Alors, il nous demande de montrer, donc il nous reste deux questions. Ça va assez vite, hein, ce sujet était assez rapide. Que l'ion Cu2+ est le réactif limitant. Alors, ce qu'il faut, c'est calculer la quantité de Cu2+, la quantité de Zn, comme ils sont tous les deux avec des coefficients stoichiométriques à 1, bah, celui qui aura la plus petite quantité de matière sera le réactif limitant. Et alors, qu'est-ce qu'on sait dedans? C'est qu'on a du Cu2+ à 0,1 mol par litre, donc on peut calculer la quantité de Cu2+, qui était de 0,1 0,100 mol par litre, qu'on multiplie par le volume 100 ml, donc 0,1, ça va nous donner 10-2 mol. Ça c'est le Cu2+, et le Zn, le zinc, qui a une masse de 100 grammes, et on doit avoir la masse molaire de zinc. Donc la quantité de matière de Zn, c'est la masse divisée par la masse molaire, ce qui nous donne 100 divisé par 65,4. C'est égal à 1,52 mol. Donc là, largement plus de Zn, on s'y attendait. L'électrode, généralement, n'est pas le réactif limitant, parce que sinon elle serait entièrement rongée, et donc euh, notre pile sera pas très efficace. Donc il est évident que c'est Cu2+, qui est limitant. C'est lui qui a la plus petite quantité rapportée au... Il faut diviser par les coefficients stoichiométriques, mais là, il y a un des deux côtés. Bon, très bien. Bon, alors on a juste une dernière question. Alors, de vue, là, on nous demande donc d'utiliser la fameuse formule qui nous dit que le temps de durée de la pile delta T, c'est la quantité Q d'électricité divisée par l'intensité I. Et la quantité Q, c'est le nombre, la quantité de mol d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. Donc on va écrire divisé par I. Donc ce qui nous manque en fait, c'est la quantité d'électrons qui est mise en jeu. La quantité d'électrons mise en jeu, bah, c'est Cu2+. Alors attention, la demi-équation nous dit que Cu2+ nous donne en réalité
plus 2 électrons donne Cu. Ça veut dire que la quantité d'électrons divisée par 2, c'est la quantité de Cu2 plus initiale, d'après cette équation. Donc il faut bien multiplier la quantité de Cu2 plus par 2 pour avoir la quantité d'électrons. Donc on fait delta T, on fait l'application numérique, c'est 2 fois 10-2 qu'on multiplie par le nombre d'Avogadro qui a dû être rappelé en début, quelque part. Je ne l'ai plus en tête. Normalement, je devrais le connaître par cœur, mais je ne l'ai plus. Le nombre d'Avogadro. Ah ben, je finis mal. Bon, je devrais le connaître. Et la charge élémentaire, je ne la vois pas non plus. Charge élémentaire, charge électrique d'une mole. Ah bah voilà, j'ai pas besoin du nombre d'Avogadro parce qu'on nous a donné la charge électrique d'une mole. Donc ça, c'est Na fois E directement qui a été donné. Euh, donc ça fait 9,65. On a fini par un petit stress pour les élèves. Ils disent zut, j'ai pas appris. Moi je savais que c'était Na fois E, mais je connais pas, je me rappelle plus du nombre d'Avogadro, je me rappelle plus de la charge élémentaire. Et puis moi aussi j'ai un trou là en fin d'exercice, mais en réalité ils nous ont donné le produit des deux et c'était un petit piège final divisé par 20 milliampères, 20 10-3. Et donc il nous fallait bien un petit stress pour départager les candidats qui vont avoir 18 de ceux qui vont avoir 20. Je ne sais pas si c'est votre cas. 20, 10-3, et c'est gagné. On a donc 950 secondes. C'est en secondes. On va diviser par 3600 pour avoir en heures la durée de la pile. Donc c'est 26,8 heures. Et voilà. Et voilà, on a terminé le sujet. Donc là, j'ai fait tous les exercices. Donc les 4 exercices, il fallait en faire 3. Bien donc j'espère que ça vous a appris, en tout cas ça vous a conforté sur ce que vous aviez trouvé. Je suis désolé si ce que vous n'avez pas trouvé, s'il y a des choses comme ça que vous n'avez pas trouvé que moi j'ai trouvé, il se peut que j'ai fait une erreur ou deux, hein, parce que là j'ai découvert le sujet, mais il m'a semblé quand même que ce sujet était relativement simple. Euh, donc voilà, je vais essayer de corriger les autres sujets et donc je vous rappelle que bien pour ceux que ça intéresse, vous pouvez préparer cet été un stage de maths. Donc dans la description, tout est expliqué. Il y a le lien vers la description du stage. Il y a aussi mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter en direct. Et donc n'hésitez pas, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Alors ce sera en maths, pas en physique, mais c'est quelque chose qui est quand même pas mal, parce que de toute façon les maths vont servir à la physique pour ceux qui vont faire de la physique. Ça va être quand même quelque chose de pas mal, ce stage qui va bien nous préparer pour boucher les quelques trous et puis nous préparer à des choses qu'on n'a peut-être pas le temps de bien ancrer en début de prépa et qui sont quand même des choses essentielles et que je fais avec les élèves chaque année. Je pense que ça se passe généralement plutôt bien. Donc voilà, et bien à la prochaine pour un prochain corrigé. Salut!